Et voilà, introduire ici Margarida, que je remercie encore pour son intervention. Peut-être avant de te donner la parole, Margarida, je voudrais te présenter brièvement, rappeler peut-être les différents éléments et les différents engagements que tu as en termes de recherche. Donc, Margarida, tu es directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, donc le LIN, une unité de recherche en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Côte d'Azur. Après l'obtention du prix à la meilleure thèse en psychologie, tu as intégré l'Université autonome de Barcelone. Tu m'excuseras de ne pas le dire en espagnol, je m'en voudrais de prendre les pieds dans le T'inquiète tapis. pas, même pas. Ouais. Barcelone. Tu as ensuite poursuivi ta carrière au Canada et en France. Tu es professeur des universités à l'Université Côte d'Azur en France et professeur associé à l'Université Laval au Québec. Tu es coordinatrice de différents groupes de travail, le GTNUM et SCOL IA sur les enjeux éducatifs de l'intelligence artificielle et du développement des approches computationnelles en sciences de l'éducation. Tes recherches s'inscrivent dans une approche centrée sur les compétences du XXIe siècle, ce que tu as désigné sous l'acronyme 5C21, que tu auras l'occasion, je pense, de nous exposer ce soir, et des activités également de recherche en lien avec la pensée informatique et la résolution créative de problèmes, qui sont vraiment au cœur de l'exposé que tu vas nous présenter ici, qui s'intitule «De la pensée critique à la pensée informatique pour une citoyenneté à l'ère du numérique». Voilà, je rappelle le format, classiquement, 45 minutes d'échange, enfin d'exposé ou peut-être de questionnement, que tu vas nous proposer ici ce soir, suivi de 15 minutes d'interaction. Voilà, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut prolonger les choses, dépendamment des disponibilités des uns et des autres et donc je suis ravi de te donner la parole. C'est à toi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravie. Donc, merci à toute l'équipe. Hein. Donc, Pascal, Christophe, Isabelle, Pierre-François, bon, tous les collègues donc, de Louvain. C'est vraiment dommage que ça puisse pas être un présentiel. Hein. Donc, la Belgique était spécialement conviviale. Donc, ça aurait été vraiment super chouette de se retrouver à Louvain. Mais voilà, donc on fera la bière chacun de son côté après. Donc, justement, en fait, avec cette idée également de renversement, et on a plusieurs renverseurs et inverseurs de classe comme Marcel Lebrun, mais également Jean-Charles. Donc, l'idée, ça a été aussi de faire une présentation avec quelques éléments, mais surtout avec des questionnements, parce que je pense que ça pourrait être vraiment sympa de profiter des expertises des uns et des autres. Il y a vraiment parmi tous les participants, plein de personnes qui ont des expériences, même des défis couramment en termes d'organisation de la formation à distance qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vais essayer de me contenir et de ne pas trop parler et de pouvoir poser des questions qui nous amènent à un échange par la suite. Donc, à une discussion et peut-être voilà, peut-être quelques idées de réponses, en tout cas un partage des enjeux que nous rencontrons. Donc, je vais partager ici, hop, la présentation. Je peux vous l'envoyer après. Hop. Donc, bon, Pascal m'a déjà présenté, donc je ne veux pas me présenter. Donc, je vous montrer juste Reus. Donc, je fais toujours la pub pour ma ville. Donc, quand vous allez pouvoir voyager, c'est une jolie ville à côté de Barcelone. Donc, voilà, les moments venus, je vous donnerai plus d'informations. Il y a Musée Gaudi à visiter. Il y a plein de choses là-dedans. Mais surtout, en fait, nous avons eu la chance de vivre dans un contexte où les écoles étaient vraiment innovatrices. Pas parce que c'était l'Espagne, c'était justement parce qu'il y a eu une transition éducative qui s'est passée à la fin de la dictature. Donc Franco, il a quand même été là au pouvoir jusqu'à 1980. Et donc, c'est une fin de dictature toute récente qui a fait qu'à la fin de la dictature, il fallait tout refonder à l'école. Et nous avons vécu une période, nous avons été très chanceux, les jeunes de ma génération, parce qu'il fallait tout refaire. Et donc, les enseignants ont mis des ailes pour repenser, rebâtir une école qui avait avant tout une volonté d'éducation citoyenne démocratique. Donc, c'était l'objectif central de l'école.
à l'époque où j'ai eu la chance d'aller à l'école. Donc, j'ai adoré l'éducation, j'adorais l'école. Et c'est que quelques temps après que j'ai appris qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé. Donc, je ne sais pas quelle a été votre expérience. Vous avez aimé l'école à différents degrés. Mais en tout cas, voilà, je pense que en tout cas, moi, je suis restée avec l'idée qu'on peut aimer l'école si l'école nous engage d'une manière positive. Après, j'ai eu la chance de faire un tour au Québec, donc rencontrer entre d'autres Christelle. Hein, donc, Christelle était à Sherbrooke, moi j'étais dans la ligne de Tours à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment un environnement très chaleureux, malgré les froids extérieurs. C'est vraiment un système éducatif très orienté sur les élèves. Et j'ai beaucoup appris des différents acteurs des terrains et eu l'opportunité de développer plusieurs projets. Parmi les éléments, en fait, une des choses qui m'a frappée, ça a été, bon, pas uniquement les patinoires à ciel ouvert, mais également une idée qui, au fait, Christelle, tu me diras si c'est juste ma perception ou si tu partages, c'est que les parents dans les parcs, même à l'école, les enseignants, ils disent souvent « t'es capable ». Hein. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si Christelle, toi, tu es vraiment une maman aussi qui est dans les t'es capable. Donc, au fait, et je vous donne un exemple, là, donc, un enfant va prendre des risques en montant au fait, en faisant quelque chose d'un peu dangereux. Et la maman espagnole à moi est en train d'avoir les tripes qui se retordent en disant si mon enfant tombe, s'il va se passer ci. Donc, on est en train de souffrir d'avance, c'est-à-dire surtout pas, fais attention, te salis pas, fais ci, fais ça, etc. Et moi, j'avais les mamans québécoises autour de moi en train de dire ouais, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et donc, moi, ça m'est frappé. Et donc, je me contenais la maman espagnole à moi. Et donc, j'ai essayé d'adopter cette attitude québécoise qui était d'encourager l'enfant dans la prise des risques et l'exploration de ses limites. Donc, petit à petit, je suis arrivée. Mais c'est tout un changement de paradigme parce que c'est un paradigme dans lequel, en fait, l'approche, la tolérance à l'erreur et le fait de donner beaucoup de responsabilités aux élèves faisait quand même pas mal de différences avec des approches dans lesquelles voilà, on essaye un peu trop d'accompagner les enfants. Parmi les projets qu'on a commencé à faire, ce sont des maquettes des villes. Une raison de cela, c'est que ça nous donnait un potentiel interdisciplinaire énorme. Donc, à chaque fois qu'un enseignant dans n'importe quelle matière nous ouvrait la porte, ça y est, on glissait par les biais de cette discipline-là. Mais à la fin, on finissait par engager d'autres enseignants. Donc, par exemple, dans les collèges Beaubois à Montréal, ça a été des enseignants qui venaient plus du côté économie. Donc, l'enseignant d'économie nous a ouvert la porte. Et puis, une fois on avait les pieds dans la porte et qu'on a fait une première maquette, ce sont des enseignants d'autres disciplines qui sont venus également se greffer sur cette démarche de co-création dans laquelle les élèves sont confrontés à une modélisation à plusieurs niveaux, donc une modélisation de l'espace, une modélisation mathématique avec les proportions, et une modélisation également des prises de décision dans un territoire, donc parce qu'il faut décider des sens de circulation, et également une approximation créative de la programmation et de la robotique pédagogique. Par la suite, en venant en France, donc, on a trouvé d'autres enseignants qui sont également engagés sur cette démarche. Donc, on a fait par exemple Antibes 2317, dans lesquels on a engagé des élèves dans un collège à Antibes à imaginer leur ville en 2317. C'était en 2017, donc on s'est donné 300 ans de plus pour plusieurs raisons. Une première, c'est que dans les programmes français, la géographie prospective venait d'être introduite. Donc, ça devenait intéressant. Et aussi parce que c'était un moyen de faire taire un peu les éteignoirs. Donc, de faire taire un peu ceux qui allaient dire oui, mais non, vous n'avez pas fait ci ou ça. Parce que dans 300 ans, ça nous donne un espace d'opportunité pour imaginer le futur d'une manière très large. Hein. Donc, 2317, c'est un horizon relativement long.
dans lesquelles les élèves avaient vraiment l'opportunité de réfléchir à qu'est-ce que ça allait être leur ville dans le futur. Et les élèves nous ont surpris, comme très souvent quand on leur donne beaucoup de marge créative. Et au fait, ils ont été très, très inquiets sur la montée du niveau de la mer. Donc, ils ont été très inquiets sur les réchauffements climatiques. Ils ont été, voilà, on ne les avait pas du tout amenés sur les enjeux de développement durable. Or, ces collégiens, ils sont pleinement conscients que le monde qu'on leur laisse, c'est un monde qui est plein de défis au niveau de l'environnement. Et donc, par le biais de cette maquette des villes du futur, ils n'ont pas uniquement travaillé les arts plastiques avec David Cohen, présentement en Suisse, mais ils ont également travaillé la géographie, ils ont travaillé également l'histoire de la ville, parce qu'il faut penser la ville du futur tout en préservant les patrimoines du passé. Donc, ils ont pu questionner leur ville et s'approprier davantage de leur territoire par le biais de la création de cette maquette-là. Donc ça, c'est un peu l'exemple prototype des projets que nous faisons, parce que ce sont des projets dans lesquels on engage donc les élèves et la communauté à se projeter et à modéliser quelque chose qui peut paraître tout simple, donc créer une maquette de ville, mais qui entraîne des enjeux et des questionnements très intéressants. Donc, dans les laboratoires d'innovation numérique pour l'éducation, donc, qui est une unité de recherche à l'Université Côte d'Azur, on poursuit plusieurs de ces éléments-là, mais également, il y a des collègues avec des expertises en ingénierie coopérative, donc je pense à Serge Clio, donc également à Jérôme Santini, des collègues qui sont spécialisés en créativité, comme Cindy Desmet, et des collègues donc, qui ont une orientation sur la didactique des langues et didactique des mathématiques. Voilà, donc je vais passer sur parmi les éléments. Donc voilà, on travaille très souvent avec des orientations sur des activités technocréatives. Donc technocréatives du fait que ce sont des activités créatives qui engagent l'usage des technologies analogiques ou numériques pour les développements des activités. Hein. Alors, une première question, quelles compétences pour les élèves et les citoyens d'aujourd'hui et de demain? Et je ne sais pas si par le biais du clavardage ou justement en parlant directement, en prenant les micros, quelles sont pour vous ces compétences-là? Donc, si vous auriez à privilégier une compétence, quelle est pour vous la compétence clé que vous privilégierez dans les contextes actuels ou de l'éducation à venir? Je ne sais pas si je peux lancer la question à Claire au Luxembourg. Tu ne m'en voudras pas, Claire? Non, pas du tout. Alors, bonsoir ou bonjour du Luxembourg. Quelles compétences pour les élèves et les citoyennes d'aujourd'hui et de demain? Bon, c'est sûr que c'est une grosse question. Je pense que parler des 4 C, c'est devenu une base importante. Et personnellement, je dirais qu'ici au Luxembourg, on se focalise en tout cas en ce moment de manière politique aussi sur la compétence de programmation, donc de la pensée computationnelle. Et on est en train de remarquer que voilà, à côté de la compétence de lecture et d'écriture et des chiffres, donc mathématiques, se rajoute ce langage-là. Et donc, c'est autour de ça qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment. Personnellement, je rajouterais la compétence face à l'inconnu. Donc là, je n'ai pas de terme spécifique, mais en termes de, voilà, je ne sais pas quel sera mon futur, quel sera mon métier. Si j'ai un métier, si je le garderai longtemps, est-ce que je travaillerai seule ou en équipe? Et dans ce sens-là, je pense que cette notion de flexibilité et de pouvoir se repérer aussi dans des contextes inconnus me semble très, très important. Ah, fantastique. Et en fait, je te rejoins donc aussi sur cet aspect de tolérance à l'ambiguïté.
donc qui est celui-là, qui apparaît très fortement, hein, donc qui est celui qu'on vit au jour le jour, hein, avec ce contexte de confinement, déconfinement, de nouvelles règles de continuité pédagogique permanente. C'est les chaos permanents, c'est l'incertitude permanente. On ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois. Même à l'organisation d'un colloque comme celui-là, je pense aux organisateurs aussi qui ont dû faire face à cette incertitude, et donc cette tolérance à l'ambiguïté devient quelque chose de super important. Et les éléments que nous, on a par rapport aux observations qu'on a fait, pas dans les contextes de confinement, mais dans les contextes de tâches de résolution de problèmes, c'est que être en équipe aide énormément à la tolérance à l'ambiguïté. Donc, en fait, se sentir rassuré parce qu'au fond, nous sommes des mammifères et que quand on est ensemble, on fait mieux face à des défis que quand nous sommes tout seuls face aux difficultés. Et en fait, il y avait aussi Marcel Lebrun sur autonomie, mais tu as écrit, Marcel, sur deux termes, auto-énomie. Est-ce que c'était volontaire? Oui, bien sûr, c'est tout à fait volontaire. On pense souvent, je l'ai écrit comme ça, parce qu'on pense souvent que l'autonomie et pas mal d'étés noirs, comme tu disais, disent oui, mais on va laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, etc. Et l'autonomie, c'est pas ça, c'est être capable de se donner ses propres règles, ses propres comportements. Et évidemment, en une situation d'incertitude comme celle que nous vivons, ben, ça se révèle tous les jours, quoi. Mhm. Oui, donc oui, tout à fait, c'est la responsabilisation de chacun. Oui, oui, oui. C'est parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont habituées à qu'on leur dise, voilà, en cours, c'est comme ça, et puis voilà, qu'elles se retrouvent maintenant à devoir bricoler face à, voilà, au contexte actuel, c'est tout un défi. Ouais. Mm. Donc, il s'est sorti beaucoup de C, donc curiosité, créativité, donc les 4 C également. Euh, Et donc, Pascal, donc, il proposait pour la compétence computationnelle. Oh, merci de la perche, parce que j'y vais. OK. Les grincheux. Ah oui, les grincheux. Oui, tout à fait. Voilà, on s'est rejoint. Ce qui vient dans des communautés comme Optique et d'autres, c'est que ça reste une communauté. Donc, je pense que voilà, les vocabulaires, les idées sont assez communes. Donc, au-delà des incertitudes que nous vivons aujourd'hui, il y a aussi les incertitudes du numérique. Donc, qu'est-ce que ça va devenir les métiers de demain? Donc, et puis des études qui nous viennent du côté de l'économie et des études en sociologie. Et il y a un auteur, Richard Florida à Toronto, qui nous parle de la classe créative. Et lui, ses études sur les villes fait les constats qu'il y a maintenant une classe qui fait du travail non créatif et une classe créative, que les villes sont devenues très souvent soit des endroits pour des très riches, soit pour les classes créatives. Hein. Et donc, il étudie comment les villes se redessinent par rapport aux métiers. Et il identifie donc tous des métiers créatifs comme étant vraiment comme en faisant la différence avec des métiers davantage routiniers. Hein. C'est vraiment fascinant. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce sens-là, donc vous faites Richard Florida, classe créative, et vous allez voir vraiment des études qui sont très intéressantes sur comment déjà aujourd'hui on peut voir dans des villes, lui il a étudié surtout l'Amérique du Nord, mais on les voit également à Barcelone, hein, c'est terrible. Les villes se sont vidées des classes moyennes et populaires, et il y a soit du tourisme, soit des classes créatives, donc de métiers haut niveau, hein, donc des architectes, des personnes qui sont dans les métiers de la connaissance, des institutions, hein, donc des différentes institutions au niveau privé ou public, mais tout ce qui est classe non créative devient des classes de banlieue. Hein, donc, c'est devenu terrible pour les structurations des villes, et ça devient très complexe au niveau également des équilibres à trouver pour voilà, permettre la mixité sociale entre l'ensemble de ces différentes classes.
Cela nous amène également à penser voilà, comment on peut développer ces compétences que vous avez évoquées, hein, donc comment on peut tourner l'éducation dans ce sens-là. Et il y a plein de stratégies, donc, mais nous, on s'est penché surtout sur les approches qui sont en lien avec l'apprentissage de la programmation, la création des jeux numériques, la robotique pédagogique et les approches maker. Et en réalité, au fond, c'est toujours la même chose, c'est les approches de modélisation des connaissances. Hein. Donc, comment on appréhende un problème, hein, donc les premières étapes du design thinking, hein, donc l'empathie et l'appréhension du problème. Et ensuite, comment on modélise et avec quoi on modélise, ça c'est en fonction des objectifs, mais on les voit, en fait, les buts, que ce soit de la création des jeux numériques ou d'apprendre à programmer ou de faire de la robotique pédagogique ou bidouiller dans des contextes Fab Lab ou labo créatifs, au fond, c'est modéliser des connaissances et permettre aux élèves de démontrer et de créer leurs connaissances, pas uniquement de manière écrite ou avec les mathématiques, mais également avec d'autres supports et d'autres artefacts. Hein. Bien entendu, sans substituer l'écriture et les maths qui sont déjà là présentes dans ces projets-là, mais en étant davantage exigeants sur les types de modélisation à faire. Donc, dans cette approche-là, moi je vais réduire ça, sinon voilà, donc je ne sais pas où placer ça, est-ce que je peux réduire? Oui, c'est pas bon. Donc, les modèles sur lesquels on avait travaillé sur les projets co-créatifs, c'est vraiment donner tout l'espace sur la pensée critique comme étant l'élément essentiel en éducation. On est là pour accompagner nos jeunes à développer cette pensée critique essentielle, donc soit vis-à-vis de la qualité des informations, mais également à l'histoire, donc la pensée historique, ça soit donc un lien aux mathématiques, la pensée mathématique comme étant un type de pensée critique. Donc cette capacité de se réfléchir et de réfléchir le monde d'une manière critique comme étant la clé. Et ensuite, 3 compétences qui sont des compétences qu'on pourrait dire sont humaines, donc plus que, je ne sais pas, que 21e siècle, c'est humaine. C'est grâce à ces compétences-là qu'on est sorti de l'âge des cavernes et on est aujourd'hui ici. La collaboration, la créativité, la résolution de problèmes. Donc, quand on pense à des hommes des Cro-Magnons et des femmes des Cro-Magnons, on imagine bien comment c'est la créativité qu'ils ont dû faire preuve pour combiner qu'est-ce qu'ils avaient autour d'eux en tant que matériel pour arriver à faire des artefacts et résoudre des problèmes. Et aussi, 2 anthropologues comme Margaret Mead nous rappellent qu'en fait, les signes des civilisations ultimes, c'est prendre soin des autres. Donc, quand ils retrouvent des squelettes avec des os qui font preuve que quelqu'un a soigné une blessure, c'est le début de la civilisation. Parce qu'autrement, ce n'est pas en fait, un groupe qui ne soigne pas et qui laisse de côté quelqu'un qui est blessé, qui ne va pas survivre dans un contexte sauvage, ne peut pas être considéré civilisation de son point de vue. Donc, elle situe les départs de la civilisation comme étant très liés à l'entraide et à la collaboration. Donc, ces 3 compétences-là sont là depuis la nuit des temps, hein, donc créativité, collaboration, résolution de problèmes. Et du fait que nous sommes dans un contexte numérique, il y a également un besoin de développer cette pensée informatique. Donc, pas uniquement la compétence numérique d'un point de vue des usages du numérique, mais également une pensée informatique qui est une capacité à résoudre des problèmes par les biais des connaissances ou des procédés de l'informatique. Donc, cette pensée informatique, donc je pense que c'était la question de Pascal. Donc, là, une manière dont nous, on a essayé de la simplifier au maximum, c'est-à-dire en se basant sur les travaux de Wink, hein, donc, qui est Janet Wink, qui a apporté la première définition de computational thinking. C'était, en fait, elle nous dit, voilà, c'est la résolution de problème. Et la résolution de problème, qu'est-ce que c'est, hein, si on se réfère à Polya ou au framework de PISA ou à d'autres auteurs, il y a ces 4 éléments de débat, donc analyse des problèmes, identification des problèmes, organisation et modélisation des problèmes, donc les moments où on analyse comment résoudre, et une phase de création d'une solution et d'évaluation de la solution. Qu'est-ce qui change avec la pensée informatique? C'est que, au lieu de faire des analyses, on va faire des modélisations. Donc, on va analyser comment résoudre. Et une phase de création d'une solution et d'évaluation de la solution. Qu'est-ce qui change avec la pensée informatique? C'est que, au lieu de faire des analyses, on va faire des modélisations. Donc,
on résout des problèmes tout en considérant des systèmes formels, donc les codes, mais également quand on fait du bidouillage avec des outils physiques, donc comme quand on fait de la robotique ou on fait des activités maker, on fait appel également à des systèmes physiques. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant que la programmation est dans la plupart des programmes des différents systèmes scolaires de l'OCDE, on se retrouve qu'il y a beaucoup d'activités qui concernent uniquement l'apprentissage du code. Hein. Donc, ce sont des activités de codage, très souvent très procédurales, très pas à pas, dans lesquelles les élèves apprennent des éléments très concrets du système formel. Donc, on va apprendre à comment faire une boucle, on va apprendre des instructions conditionnelles. Mais ça, c'est important. Mais là où il y a la puissance de transfert, c'est quand ces connaissances de système formel, on ne considère pas uniquement les côtés logiciels, mais on considère également les côtés matériels, mais aussi qu'on est capable de mobiliser ces connaissances des systèmes formels et des systèmes physiques dans un défi de résolution de problèmes. Okay. Donc, comme vous voyez ici les activités codage, ça c'est quelque chose qui peut être fait de manière un peu initiale parce qu'il nous faut des connaissances pour les mobiliser dans les cadres des activités de résolution de problèmes. Mais les défis que nous avons aujourd'hui dans la formation initiale et continue des enseignants et dans les pratiques pédagogiques sur l'enseigner et l'apprendre de l'informatique, c'est pas rester sur les activités de codage et faire les pas qui nous permettent d'aller vers des activités de programmation et de robotique créative dans lesquelles les élèves sont confrontés à un problème pour lesquels il va falloir réfléchir de manière critique sur quel type de système formel et quel type de système physique on va utiliser pour résoudre les problèmes. Okay? Donc, c'est élargir et pouvoir mobiliser les connaissances sur des activités de résolution de problèmes. Donc, voilà, on a parlé avant des attitudes et pour vous, donc si on fait si on s'est retrouvé autour d'une bière à Louvain et on se dirait quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui en éducation, vous êtes ministre de l'Éducation, quelle est pour vous votre priorité? Quels sont pour vous les enjeux actuels de l'école? Donc, quels sont pour vous les éléments qui devraient orienter l'éducation? Donc, je vais me permettre aussi de lancer les mots à quelqu'un, peut-être Ronika. En Inde, qu'est-ce que tu dirais quel est l'enjeu citoyen pour l'éducation? En quoi l'école doit améliorer la société? Bon, déjà, je crois, surtout dans le contexte de l'Inde, il faut que l'école prépare les étudiants indiens pour voir, ou bien pour chercher plus d'égalité dans la société, l'équité. Souvent, c'est triste, et c'est un peu le cliché, mais c'est souvent, il y a deux Indes, on parle souvent de deux Indes, l'Inde l'éducation des gens qui payent et l'éducation des gens qui ne payent pas. Donc, il faut vraiment que les professeurs préparent les étudiants vraiment de voir, d'accepter tous les membres ou les membres venant de toutes les couches de la société et de leur promouvoir l'égalité dans l'éducation surtout. Mm-hmm. Merci beaucoup, Ronika. Et ça, je pense que c'est un enjeu super important, celui de l'équité. On l'a vu dans les états généraux du numérique éducatif en France aussi, que les numériques est un facteur même d'inéquité et même voilà, ça accentue les inégalités entre les différents élèves. Hein, et on les voit même, nous, à l'université. Hein, on n'a pas pu distribuer des ordinateurs à l'ensemble d'étudiants qui n'étaient pas correctement équipés à la maison. Et donc, ça fait qu'entre ceux qui partagent dans un même espace plusieurs connexions, voilà, il y a un seul dispositif, ceux qui sont uniquement avec leur téléphone et puis ceux qui ont des conditions parfaites de travail, c'est vraiment terriblement différent. Donc, il y a également, n'hésitez pas à prendre les micros.
Donc, Marie-Josée, donc interculturalité, inclusion, l'essence critique, donc Jean-Charles, donc il nous renverse encore, donner la sensibilité ou prendre soin, ouais. Caring, ouais. Savoir vivre ensemble, ouais. Savoir agir ensemble, être attentif à l'ensemble de la planète, ouais. Donc ça, je pense que les élèves nous les rappellent parfois, nous on les laisse de côté et puis ils reviennent avec ça sur la table, hein, parce que justement, ils ont raison d'être un peu fâchés de la situation actuelle. Faire attention à l'autre et être dans l'attention. Okay. Donc, pour revenir donc, sur ces éléments-là, parce qu'au fond, la question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi l'école? Donc, à quoi ça sert l'école? Je pense que ce type de questions devrait guider également la formation des enseignants. Parce que souvent, on passe à l'étape d'après tout de suite, donc, qui est les programmes. Mais les programmes, c'est juste à momenter quelque chose qu'un ensemble de personnes ont consensué pour donner réponse à cette question. Mais tout enseignant devrait pouvoir se poser la question dans son exercice de métier, c'est à quoi sert l'éducation et à quoi sert l'école. Et donc, un positionnement, et celui d'émanciper et de permettre aux élèves de devenir des citoyens critiques et créatifs, donc pas uniquement des grincheux, hein, en utilisant les termes de Marcel, donc pas uniquement des critiques, mais également des co-créateurs de solutions, donc dire, ok, super, tu n'aimes pas tel aspect, mais qu'est-ce que tu vas faire pour contribuer à la solution? Donc, qu'ils soient capables de contribuer à résoudre des problèmes de leur environnement, que ce soit plus proche, soit plus lointain. Et donc, comment y arriver? Donc, des activités de différents types, dont des activités technocréatives et des connaissances et des compétences. Hein. Donc, hop, on va aller directement. Donc, sur les enjeux, donc, en tout cas, je m'en ai sélectionné 3. Donc, il y a ces enjeux d'automatisation. Hein, donc, le fait que voilà, on a tous chez nous d'immobilier Ikea, que malgré qu'on voudrait acheter du kilomètre zéro, on finit par aller dans les réseaux de distribution habituels. Donc, le monde est en train de s'accélérer de manière trop importante. Et donc, il y a un défi qui a été nommé par des collègues à Barcelone comme la fin du travail. Donc, il n'y a plus de travail pour tout le monde, tel comme le travail est conçu aujourd'hui, et qu'il va falloir, d'un point de vue politique et éducatif, repenser quelle est la place de l'humain, quel est le travail de l'humain dans la société qu'on est en train de développer. Mais également des défis d'appartenance, donc les nous, donc comment faire un nous intégrateur dans lesquels on peut contrer les tendances séparatistes, parce que derrière tous ces aspects, il y a un besoin d'appartenance qui est très fort dans l'être humain. Et tout être humain, quand il se sent exclu d'un nous, se cherche un nouveau nous. Et donc, il y a tout un défi pour dépasser les nous exclusifs et permettre de créer des nous, en tout cas au sein de l'école, dans lesquels l'ensemble des élèves puissent se sentir appartenir et puissent se sentir fiers d'appartenir à une communauté. Je pense que ça, c'est un besoin qu'on n'a pas assez souvent souligné, mais les besoins d'appartenance, c'est vraiment quelque chose qui guide l'humain et qui est un moteur très fort. Si vous avez des ados à la maison, leur besoin d'appartenance, là, il est exacerbé. Donc, il suffit qu'il y ait une petite dispute ou une chicane, comme dirait Christelle, avec leurs amis, et c'est la fin du monde. Hein. Donc, l'appartenance en groupe devient vraiment essentielle. Et puis, il y a tous les aspects liés au développement durable qui sont là. Donc, en tenant compte de ces éléments-là, en fait, il faut que l'éducation, de mon point de vue, puisse répondre à ce qui sont aujourd'hui les enjeux de notre société. Donc, pour cela, donc, il y a un positionnement qui est celui de l'agentivité à Bandura. C'est rien de nouveau, c'est relativement ancien, donc de l'agentivité transformatrice donc, dont nous parle Engstrom. Donc, comment se percevoir soit comme un acteur du monde, donc pas comme simplement voilà, quelqu'un qui suit des études, quelqu'un qui est un employé dans un travail, mais comme quelqu'un qui a une agentivité très forte. Une des choses que moi, ça m'a toujours frappé,
ça a été de rencontrer avec les enseignants en formation initiale cette perception qu'ils étaient un peu comme des pions ou des petits soldats d'un système plus large. Ils ne se perçoivent pas toujours comme étant des agents avec une capacité d'action énorme. Et donc, malgré les contraintes du système, il y a toujours des marges créatives et des marges d'action qui sont énormes, indépendamment du système éducatif. Mais les freins, il est un frein de mentalité, de mindset, de positionnement et des postures, parce que certains enseignants n'arrivent pas à percevoir toute leur capacité d'action qu'ils ont au jour le jour dans leur métier. Et donc, un autre défi que nous avons, c'est également réveiller cette agentivité créative et leur faire voir à quel point ils sont puissants dans leur action, à quel point ils ont cette responsabilité dont nous parlait Marcel, de l'autonomie, donc à quel point ils sont autonomes et à quel point, malgré qu'on a un programme et qu'il y a des contraintes et des objectifs, il y a tout de même une liberté qui est énorme. Donc, hop, on va aller directement. Donc, ces aspects, donc, on a essayé de les travailler. Là, c'est avec des collègues à Coventry, en Angleterre, de Bombières là-bas, et des collègues à Malaisie, donc, qui ont vraiment de très belles approches aussi. Et on a essayé de caractériser les différents éléments pour une pédagogie créative. Donc, à la fois d'un point de vue apprenant, donc, quels sont ces aspects des pensées divergentes, convergentes, etc., au sein d'une équipe d'apprenants, de la co-créativité, les rôles de l'enseignant en tant qu'agent créatif, donc comment il peut développer un enseignement qui contribue à cette créativité, mais également les aspects d'environnement physique, l'architecture de la classe, les environnements numériques, à quel point l'environnement numérique nous enferme ou au contraire nous donne des outils pour aller plus loin. Les climats, ça c'est super important. Donc, comment un climat de confiance, comment la résolution des conflits, comment la tolérance à l'ambiguïté, comment ces aspects qui sont importants comme terreau permettent et engager les élèves dans des démarches co-créatives et des activités d'apprentissage qui doivent avoir plusieurs marges de créativité, plusieurs degrés de liberté créative. Okay. Donc, et juste un petit clin d'œil là pour finaliser, donc, et avant de passer à la discussion avec des questions pour vous, c'était l'aspect communauté. Donc, ces besoins d'appartenance étant super importants, ces besoins d'appartenance, ils se répondent en partie par le fait de construire une communauté. Et parmi les communautés, en fait, pour différencier qu'est-ce qu'une communauté d'autres éléments, une communauté, c'est au-delà d'une équipe de travail. Et ce n'est pas un réseau social. Une communauté, c'est quand même un environnement sécure dans lequel on peut se sentir appartenir. Donc, une communauté doit permettre le développement d'un sentiment d'appartenance et donner de la valeur à chacun de ses membres. Donc, il est important que chacun se sente important dans une communauté et qu'il soit un environnement dans lequel on puisse vraiment tester de nouvelles idées en toute sécurité. Nous, la communauté qu'on chérit énormément et sur laquelle on est très content, c'est cette communauté Smart Tech. Donc, on est parti avec Thierry Viéville, que vous connaissez peut-être de Class Code, avec cette idée un peu folle de dire on va créer un programme sur le numérique éducatif ouvert à toute personne de la planète qui a envie de renverser l'éducation. Et on est parti la première année, il y a 3 ans, avec 9 cobayes, donc qu'on a engagés dans la co-construction du programme. Donc, c'était des bâtisseurs avec nous du programme. Donc, on a fait une première année dans laquelle on a co-construit avec eux les programmes. Et là, cette année, nous sommes à la 3e année. Nous avons eu plus d'une centaine de demandes d'inscription. On a sélectionné finalement, vous voulez 50, mais il y en avait 60 qui étaient juste incroyables, comme Ironica. Et donc, on est maintenant une communauté d'une 60aine d'étudiants de partout la planète. Malheureusement, on n'a pas encore d'Australiens, mais
voilà, peut-être les messages passeront, peut-être on aura des Australiens à venir, mais il y en a des étudiants qui sont représentatifs des différents systèmes éducatifs de partout et avec lesquels c'est vraiment très riche pour nous en tant qu'équipe pédagogique parce que nous sommes très chanceux, nous apprenons énormément de différents participants du programme. OK, donc place à la discussion. Et donc, les questionnements que je voulais partager avec vous en profitant les panels de participants qu'il y a à Optique. Donc, voilà, on a déjà évoqué la pensée critique à l'ère du numérique, mais surtout pour vous, dans vos différentes pratiques, vos différents niveaux éducatifs, quels sont les types d'activités d'apprentissage pour développer cette pensée critique et aussi la pensée informatique. Donc, est-ce bien nécessaire? Pensez-vous que c'est juste une petite mode toute récente et puis que ça va passer? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez important? Et si oui, quelles sont les activités que vous faites pour développer cette pensée informatique dans vos pratiques? Donc, voilà, donc ça, c'est des questionnements. Et je ne sais pas qui voudrait se lancer avec sa réflexion ou son partage d'idées. Je ne sais pas si Caroline Derza. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait, hein? Je pense que sur les absolument rien de l'informatique, donc découvert la sur la compétence computationnelle, donc je dois dire que, mais je suis très, ça me stimule. Je dois dire l'idée de dire qu'on va décomposer les problèmes pour trouver le plus important enfin, en éléments simples, pour trouver le plus important et après le résoudre. Moi, je suis prof de psychologie et d'entrepreneuriat, donc ça n'a vraiment rien à voir avec le schmilblick à première vue, si ce n'est que en fait, il y a beaucoup de résolutions collaboratives, il y a beaucoup d'aller dans l'inconnu, et cette histoire de modéliser au départ, elle est en fait assez importante. Donc, et la décomposabilité de problèmes complexes en problèmes simples fait aussi partie de la réflexion. Sauf que je n'ai pas le vocabulaire des informaticiens pour ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question? Il y avait une question qui m'a bien stimulée, que c'était celle de Jean-Charles, qui était les enseignants créatifs. Est-ce que c'est un pléonasme ou un oxymore ou une oxymore? Et en fait, une chose qui me vient beaucoup à l'esprit, c'est que pour être créatif, et moi je me pense très créative, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je me pense très créative, et pour moi le principal stimulant, c'est d'avoir un fonctionnement en équipe avec mes propres collègues. C'est-à-dire que j'essaye autant que je peux de déconstruire le format de un cours, une classe, un enseignant, et d'avoir plutôt des classes où je peux aller avec d'autres, imaginer des nouvelles choses et faire exploser en fait le système. Et je ne me sens confortable que si j'ai cette petite communauté avec moi. Sinon, j'arrive pas, quoi. C'est-à-dire que l'enseignant créatif ne peut pas agir dans un système trop formaté, trop cadré. Ah, fantastique. Et moi, je vous dirais, en fait, de dire les mots, on s'en fout. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, ça peut être comme une barrière. Il y a des gens qui s'auto-excluent de tout ce qui est informatique et en même temps, ils ont la pratique de ces éléments-là. Donc, je ne sais pas si Jean-Charles, par rapport à justement enseignant créatif, pléonasme ou oxymore. Oui, juste dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, dans le sens où quand on intervient dans les écoles, par exemple, on fait beaucoup d'interventions auprès d'enseignants, des fois certains nous répondent « mais moi je ne suis pas créatif », alors que quand on les met en atelier et qu'on leur demande uniquement entre enseignants d'inventer ensemble des exercices, des modes de collaboration avec les étudiants. Même des fois, on réunit des enseignants et on leur donne des problématiques qui ne sont pas du tout de leur matière. Donc, on les oblige à chercher des séquences d'interactivité entre élèves qui sont dans des cours différents. Et au bout de 2 ou 3 heures d'atelier, ils sont très surpris de ce qu'ils sont capables de produire. Et on essaye de pointer l'importance de la créativité collective. Parce que la créativité individuelle, elle peut dépendre des individus
de la thématique ou du moment de la journée. Tandis que la créativité collective, avec des méthodes, hein, donc ça existe, hein, des méthodes pour la stimuler, eh bien, pratiquer régulièrement dans les établissements, ça crée un dynamisme, un lien social entre les enseignants qui soit leur permet d'être créatifs en classe, ou alors leur permet d'interagir un peu différemment entre eux. Et donc, souvent, on dit l'un des bénéficiaires aussi de l'innovation pédagogique par ce biais-là, c'est l'équipe pédagogique. Et moi, je soutiens beaucoup la créativité collective, bien plus que la créativité individuelle. Tout à fait, oui, oui. Oui. Et je pense que ça va vraiment dans le sens aussi de l'intervention de Caroline. Donc, voilà, c'est un petit peu oui, les terreaux, comment l'équipe va soutenir ces démarches créatives. Et au fond, la créativité, même quand les auteurs comme Lubar et d'autres travaillent sur la créativité, finalement, c'est toujours jugé par un groupe de référence. Donc, il y a toujours un groupe qui est là, qui est derrière. Donc, peut-on être créatif tout seul? Ça, qui va apprécier cette créativité? Au fond, la créativité est même jugée socialement. Hein. Et il y a Brigitte, est-ce que vous voulez intervenir plutôt avec votre micro? Oui, je veux bien. Voilà, je pensais, je revenais en pensant à la créatitude qui avait été évoquée tout à l'heure, notamment à notre rôle de prof, hein, que tu as souligné, Margarita. C'est vrai qu'il faut vraiment arriver à faire dépasser l'indifférence, la passivité, tout ça. Et parfois, on a peut-être tendance à se dire, oui, mais il ne faut pas imposer, enfin, il ne faut pas trop militer, imposer ses valeurs, ses opinions, tout ça. Mais je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut pas, enfin, il faut respecter, bien sûr, le respect, Oui. c'est ce que je mettrais en premier, mais en tant qu'enseignante, formatrice, pédagogue, tout ça, et notamment formatrice de formateurs, je pense que c'est important de toujours bien recentrer aussi sur les valeurs qu'on veut préconiser et puis d'avoir des actions qui sont vraiment en relation avec notre discours. À nouveau, dans mes valeurs, il y a aussi la démocratie, le respect, la collaboration, enfin, tout ce qu'on a cité. Je crois qu'ici, on est dans un cercle où les valeurs sont fort partagées entre nous. Donc, à nous de trouver aussi toutes les stratégies qu'on peut imaginer pour faire débattre, pour faire construire. Mais ce n'est pas pour non plus qu'il faut, je vais dire, jeter l'eau du bébé avec... le bébé avec l'eau du bain, pardon, mais aussi penser à multiplier les façons d'apprendre parce que sinon ça pourrait même parfois devenir lassant. Donc je ne suis pas non plus pour une religion du socio-constructivisme, la créativité à tout coup, tout le temps. Il faut pouvoir goûter un petit peu à tous les menus, je pense que c'est important. Alors, si je peux aussi intervenir au niveau de l'informatique, hein, ou pas. Tu as dit aussi, c'est tout récent, est-ce que ça va passer? Moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose de si récent que ça. Par exemple, il y a près d'une quarantaine d'années, hein, quand on pense à l'émergence des micro-mondes logos, tout ça, on ne nommait pas ça pensée informatique, mais il y avait déjà aussi de la robotique pédagogique avec à construire soi-même en étant créatif, avec parfois des bouts de ficelle, des petits moteurs, des lampes, tout ça, pas nécessairement d'une certaine marque. Et tout comme la personne qui est intervenue tout à l'heure en disant oui, c'est important, ça me branche, la résolution de problèmes, c'est vrai que c'est une belle opportunité aussi de créativité avec de la programmation, puisque en robotique, oui, avec du codage qu'on peut apprendre de différentes façons. On peut l'apprendre effectivement en étant en projet, donc ça se fait. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet qui l'ont montré et démontré. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toutes les autres activités qu'on peut qualifier, qui contribuent au développement de la pensée informatique, qui sont des activités débranchées aussi, hein, et qui sont en lien avec plein d'autres domaines de l'enseignement. Donc, il y a des recoupements qui sont à faire. Donc, ça, je pense que c'est bien. Et puis, je pense que ça contribue aussi à la première question que tu poses sur la place de la pensée critique à l'ère du numérique, parce que si on comprend un peu l'envers du décor, notamment en sachant comment les machines fonctionnent, comment on les programme, si on prend le volet intelligence artificielle notamment, ce sont des pas vers la compréhension.
Ce qui ne veut pas dire qu'on prend nécessairement en compte tous les enjeux que ça peut amener, notamment au niveau sociétal, économique, au niveau vie privée, etc. J'ai vu aussi dans les interventions qu'il y avait des éléments qui étaient liés peut-être un peu plus à l'éducation média, à la pensée critique, etc. Voilà ce que je voulais dire. Ah, fantastique. Merci Brigitte, parce que en fait, ouais, voilà, je pense que tu synthétises plein d'éléments. Et il y a en même temps, c'est ça, je pense que pareil, en prenant la métaphore des mammifères, on est des omnivores. Donc c'est vrai qu'un seul type d'activité qui serait toujours avec des marges créatives, etc., ça pourrait être lassant. Il faut quand même apprendre des choses. Donc pour mobiliser des compétences, il faut quand même apprendre des connaissances. Donc, et cette diversité d'approches, c'est importante. Et souvent, quand on parle de créativité, il y a en tout cas chez les futurs enseignants qu'on forme, souvent cette idée que voilà, c'est qu'on voudrait tout changer. Et en réalité, non, c'est dire voilà, il faut vraiment qu'il y ait des activités qui sont de l'apprentissage explicite, parce que pour certains objectifs, c'est une approche qui est davantage, qui fonctionne davantage, mais qu'il puisse y avoir des moments dans lesquels on considère des activités technocréatives, mais qui ne sont pas, qui sont justement très exigeantes. Donc, au lieu d'avoir cette idée que certains futurs enseignants, ils ont qu'on va laisser faire tout et n'importe quoi, c'est au contraire, on a l'air dit, au fait, ce qu'on est en train de faire, c'est être super exigeant, parce qu'on va demander aux élèves de mobiliser des connaissances de différentes disciplines, mais en plus, on leur exige la mobilisation des compétences dans un contexte relativement complexe. Hein. Donc, on doit un petit peu parfois casser un peu l'image que parce qu'on va engager, les mythes autour du mot créativité, selon lesquels ça serait, on ouvrirait la porte à des activités qui sont moins exigeantes que d'autres. Et je pense que sur la formation, il y a Claire, non, il y a Isabelle Motte, donc, qui pensait à réviser donc, la formation initiale des enseignants. Oui, mais là, ce n'est pas évident pour la Belgique, hein, parce que quand on voit ce qui est dans les programmes de révision pour la formation initiale des enseignants, ce n'est pas toujours évident qu'il y aura de la créativité. En ce qui concerne le volet technologique, numérique, c'est une part assez congrue. On imagine un peu que tous les profs sont formés et sont prêts à être un peu une sorte d'exemple, de multiples exemples pour les enseignants. Enfin, c'est un autre débat, quoi. Mais quand on voit la réflexion de Claire dans le chat, qui dit la vision technique et technologique de la pensée informatique, c'est loin de l'humain, je pense que peut-être qu'il faut voir justement dans la méthodologie aussi, il n'y a pas que le contenu, hein, parce qu'on parle parfois en termes de contenu, si on dit de structurer, encore que c'est plutôt un processus. Donc, il faut voir c'est vrai que si on développe les interactions sociales, si on développe la médiation, tout ça, ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant, pas que pour le domaine en soi. Donc, il faut élargir peut-être entre le domaine technique et technologique. Comme je disais, le français pour le français, ce n'est pas humain, sauf si on voit des textes humanistes et qu'on discute, qu'on débat. Tout à fait, oui, oui, c'est vraiment ça. Il y a des personnes, en fait, même parmi nos collègues, hein, donc, qui parfois disent oui, mais là, par exemple, nous avons le défi d'intégrer une formation spécifique pour les enseignants pour les cours de numérique et sciences informatiques, parce qu'il y a un CAPES, donc une formation spécifique à cela. Mais nous avons encore des collègues pour qui les usages du numérique et l'apprentissage de l'informatique, c'est la même chose, et qu'au fond, on apprend l'informatique et au fond, c'est la même chose, c'est juste apprendre à utiliser le logiciel. Donc, nous avons encore une acculturation énorme à faire pour arriver à faire comprendre au fait, que l'informatique est avec les éléments de base. Hein, donc, qu'est-ce que les données, qu'est-ce que les algorithmes, qu'est-ce que les réseaux et les machines. Donc, ces éléments-là sont vraiment peu connus finalement, et on retrouve, en tout cas, nous, chez les futurs enseignants, un faux sentiment de compétence numérique. Donc, ils se croient compétents. Or, parfois, ils ont vraiment des difficultés à structurer les données sur un tableur. Nous avons Florian depuis Sherbrooke.
Veux-tu, Florian, donner ta perspective? Oui, bonjour Margarida. Oui, en fait, c'est juste une petite réflexion que je me faisais au travers quelque chose qui m'inquiète particulièrement aussi, c'est que tu évoques des éléments, je trouve, très intéressants qui mettent en relation la notion d'esprit critique et donc de créativité. Et comme tu le dis, je pense, on ne peut pas envisager la créativité sans une espèce de regard critique et de réflexion critique autour de ce qu'il est possible de créer. Mais quelque chose qui m'inquiète particulièrement dans la formation des enseignants en particulier, c'est cette dimension de responsabilité ou de rôle en fait professionnel, et avec ce qu'il vient avec la notion de professionnel, c'est cette responsabilité à l'égard d'un certain public, de certaines personnes. Or, malheureusement, je le constate beaucoup avec les enseignants que l'on forme chez nous, à la fin de leur parcours, je leur demande, mais pourquoi considères-tu, par exemple, que tu serais une bonne enseignante ou un bon enseignant? La réponse, c'est de dire, parce que je vais bien faire mon travail. Et la notion de parce que j'ai un rôle important à jouer dans l'éducation, dans l'évolution de notre société, dans les apprentissages de mes élèves, c'est pas ça ressort pas. Et ça m'inquiète particulièrement. Je trouve que je ne sais pas en fait quelle place on devrait y donner. Même, je pense que quelque part dans le modèle que tu évoques vient avec la critique, il me semble, la notion de responsabilité aussi du jugement critique. Mais c'est voilà, enfin, c'est juste une réflexion, parce que je me dis c'est quelque chose que j'arrive pas à savoir comment mettre ça en place dans la formation à l'enseignement, en fait. Et je ne sais pas si le numérique, quelque part, d'une manière ou d'une autre, peut nous aider, parce que si on regarde, quelque part, les outils de réseautage social sont à la fois des véhicules extrêmement importants, puis à la fois à la fois notre pire ennemi par rapport à tout ça, parce que ça contrôle et ça joue un rôle parallèle dans la formation et l'éducation qui est extrêmement rivalisant avec ce que l'on peut bien vouloir mettre en place en tant qu'enseignant ou formateur d'enseignants. Donc, je reste assez dubitatif pour l'instant, en fait. Voilà. C'était ça un peu comme réflexion, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement de réponse à l'heure actuelle tout de suite précise, mais c'est quelque chose à quoi il faut qu'on soit attentif, je pense. Tout à fait, oui, oui, on partage les mêmes constats. Voilà, chez nous, c'est les programmes, l'obsession pour les programmes. Oui, c'est ça. Étant donné en plus que c'est une formation homéopathique en France, donc ils ont une première année concours, ils se pensent que concours, une deuxième année, ils sont déjà en alternance. Ils n'ont pas eu le temps de se poser la question de voilà, pourquoi je suis enseignant et quelle va être ma place. Il y a vraiment l'obsession du programme. Et chez nos collègues des Canopés, qui seraient un peu comme les récits au Québec, il y a un peu, en fait, ils constatent que les enseignants ne commencent pas à prendre des initiatives de leur propre chef, que généralement à année plus 7. Donc, il se passe 7 ans juste à s'acculturer au système, qui est d'une grande complexité. Et c'est au bout de… En fait, donc, ce n'est pas les néo-titulaires qui sont les plus innovants ou qui se permettent d'apporter une manière propre d'appréhender les systèmes, mais que généralement, ça arrive à année plus 7. Quand ils ont enfin trouvé leurs repères et qu'ils ont développé leur confiance en se disant ah oui et non, mais en fait on peut faire des choses, mais du coup oui, c'est vrai qu'on a raté du coup dans la formation de cette capacité à leur donner des ailes tout de suite. Ouais. Et Claire, donc une question d'habitude vieille d'une centaine d'années. Possiblement, je pense aussi à la formation, en fait, à la formation actuelle, en tout cas, elle est très orientée aux disciplines, hein, donc je me ferai pas mal pas beaucoup de copains si je dis ça, mais les places de discipline est énorme. Or, la place de l'épistémologie, même parfois, elle est inexistante sur qu'est-ce qu'apprendre, voilà, qu'est-ce qu'est l'éducation, en fait, les aspects de la pensée critique, quelle est la place pour le développement de la pensée critique au sein de la formation des enseignants, et même des approches que même pour la collègue qui venait, Caroline, il me semble, qui venait du monde de l'entrepreneuriat, quand les entrepreneurs sont formés ou dans la formation exécutive aux entreprises, il y a beaucoup de tutorat et de coaching et de développement personnel. Dans la formation des enseignants, il n'y en a presque pas de développement personnel. Donc, vraiment un accompagnement individualisé avec la personne sur
qui es-tu comme professionnel, qui es-tu comme enseignant, quels sont tes talents en tant qu'enseignant, quelles sont tes individualités fortes, de quelle manière tu peux faire une différence. Donc, cette volet-là est spécifique et individuel. Il est presque pas, donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de marge, mais ça demanderait un effort qui, à l'heure actuelle, semble impossible. En tout cas, parce que les contraintes maquettes et la guerre des heures disciplinaires qui se jouent à chaque fois qu'il y a les moindres petits changements font qu'il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage dans les facultés d'éducation. Il faut beaucoup de courage au niveau des changements des systèmes éducatifs pour faire les moindres changements qui viennent bousculer les poids historiques des disciplines. Et Michael, donc là, il y avait. N'hésitez pas à prendre les micros. Manque de temps pour les étudiants. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Souvent, on dit que le temps, c'est toujours la première, entre guillemets, ou pas, excuse qui vient pour plein de choses. C'est vrai que c'est un peu notre ennemi, parfois c'est notre ami aussi. Si on disait, mettons ça de côté, sachant qu'il y a de toute façon toujours des contraintes de temps, il faut penser alors après, au-delà, et alors, qu'est-ce qu'on peut quand même faire pour donner le temps qui nous est imparti? Parce qu'on on va pas, par exemple, allonger les études à 10 ans. Enfin, on y arrivera peut-être à la fin, mais bon, maintenant, on passe chez nous à 4 ans. Parfois, dans certains pays, c'est 5 ans pour devenir enseignant. C'est vrai qu'il y a tout un type à la fois de matière, de processus, de volet didactique, mais de la discipline, ou bien il y a ce côté développement professionnel où il y a des aspects réflexifs par rapport à son comportement, mais il y a aussi comment on se sent, les variables individuelles qui sont effectivement à ne pas oublier, d'autant plus qu'on est en formation, enfin non, on est en formation d'adultes et c'est très important aussi. Donc, comme tu as souligné, c'est vrai que les jeunes enseignants ne sont pas assez rassurés que pour travailler sans filet ou avec un petit filet simplement. Et dans le volet créativité, ce n'est pas évident parce que dans certains cas, on ne sait pas où va mener le projet de l'apprenant, que ce soit avec de langage de programmation ou autre, et parfois on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça peut être, attends, je vais réfléchir, je te dirai demain, quoi. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus toujours dire, oui, mais ce n'est pas l'enseignant descend de l'estrade, il n'est plus le transmetteur de connaissances. Non, ils doivent toujours avoir sa compétence matière, mais on l'a bien vu, quand on avait entendu, si on pense à la classe renversée de Jean-Charles Caillé, avec le fait, oui, quand on se met à faire le cours, on va dire, par les étudiants, c'est vrai qu'on doit retourner dans ses notes, ou soi-même, quand on veut développer une méthodologie plus active, ça va nous demander du boulot, mais ça donne aussi beaucoup de satisfaction personnelle et intellectuelle. En tout cas, il faut le voir comme ça. C'est peut-être aussi un prof motivé qui le verra comme ça. Mais il faut peut-être faire passer un peu cette flamme, parce que je pense qu'on a tous eu des modèles qu'on a envie d'imiter ou pas du tout. On a parfois des mentors qui nous ont influencés, qui font qu'on va aller puiser chez l'un et chez l'autre sa façon de faire, en espérant que ce ne soit pas une façon passive, désespérée d'être un enseignant, quoi, voilà. Donc, laisser le temps à l'ennui, je vois qu'il dit Florent, oui. C'est comme quand on dit laissons le temps aux enfants de jouer, et ne les hyperstimulons pas, laissons-les un peu s'imaginer comme ça. Ah oui, ou voilà, les temps à la nuit, comme Caroline souligne également, c'est voilà, un temps important également de projets transversaux. Donc, c'est important. Oui, de laisser la marge finalement, en fait, quand on pense, en tout cas dans les systèmes secondaires tels comme il est développé en France, il n'y a plus aucune marge. Les moindres petits projets, ça demande un Tetris au niveau des agencements d'horaires de plusieurs enseignants
qui est assez terrible. Donc, les manques d'espace, les manques de temps, etc., font que bouger la moindre pièce devient super complexe, que nous, on se retrouve même à penser très souvent à designer des activités qui puissent rentrer dans les cases de qu'est-ce qu'une séance habituelle, quand on devrait pouvoir avoir des marges complémentaires. Mais bon, c'est vraiment des défis importants. Je pense que pendant ces prochains jours, il y aura l'occasion de trouver plusieurs idées. Donc, il y a avec nous également Bruno Delièbre. Je ne sais pas si Bruno, tu veux faire les mots de la fin. Je suis méchante comme ça, je lance des invitations. Allez Bruno, allez Bruno. Ou sinon, hop. Je ne sais pas, c'est Christelle au Québec. Ah. Ou Pascal, hein, donc pour faire la boucle qui est bouclée. Oui, absolument. Oui, peut-être sont-ils déjà partis prendre une bière, effectivement. Appel de la bière, le fameux appel de la bière de 19h. Écoute, tout d'abord, je voudrais te remercier très chaleureusement pour ton intervention qui nous a amené finalement depuis le point de départ où tu exposais différentes pistes pour inciter au changement de paradigme du point de vue des élèves. Tu as parlé de la tolérance aux erreurs, de l'approche itérative notamment. Et puis au fond, finalement, toute la suite de ton intervention nous a amené, on l'a vu avec les échanges riches qui ont précédé ici. Je te remercie d'ailleurs aussi au passage d'avoir fait le choix d'un échange très interactif tout au long de ton exposé. Donc merci pour ça aussi. Et donc tout au long finalement de cet exposé, de ces échanges, de nous interroger sur les différentes pistes pour différents conseils finalement pour accompagner les enseignants et les enseignantes, eux aussi, dans ce changement de paradigme. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Moi, j'ai bien aimé aussi l'idée de réveiller l'agentivité. C'est finalement donner les moyens aux enseignants pratiquants et puis avoir une attention aussi pour les enseignants que l'on forme ou que l'on accompagne, finalement, d'être conscient qu'ils sont des agents de changement. Des agents de changement en fonction ou en devenir, mais vraiment prendre ce temps avec eux et de choisir ce qui va leur permettre d'exercer leur liberté d'enseignant en équipe. Il y a eu beaucoup d'attention faite sur la notion de co-créativité. Et moi, j'avais envie de peut-être terminer, parce qu'il faut trouver une formule pour terminer. Moi, j'ai glané comme ça une citation aujourd'hui, un peu par hasard, mais qui je trouvais assez inspirante. Elle est un peu ancienne, peut-être d'il y a quelques années. C'est Victor Hugo qui disait « Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine ». Une formidable citation de Victor Hugo. Et finalement, voilà, ici ensemble, on aura l'occasion de croiser d'autres jardiniers et jardinières, vous m'excuserez cette féminisation. Voilà, je vous propose de clôturer ici. On se donne rendez-vous demain pour justement aller à la rencontre, comme on est en train de le faire maintenant ici. Et puis de cultiver notre curiosité et de s'accorder ce temps de recul ici à l'occasion de ce colloque. Merci encore pour ta participation et pour les ouvertures que tu as lancées. On vous donne rendez-vous demain matin. Toute l'équipe sera sur le pont, entre guillemets, même à distance. Et on vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. À très bientôt. On trinque avec la main verte alors. Absolument.